Chapitre 7. La lumière luit dans les ténèbres. La nouvelle nous frappa de stupeur. En se relevant d'un bond, Gregson répandit le reste de son whisky. Je regardais en silence Sherlock Holmes. Il pinçait les lèvres et fronçait les sourcils. « Stangerson aussi, murmura-t-il. Ça se complique. » « C'était déjà bien assez compliqué comme cela, grommela Lestrade en approchant une chaise. « On dirait que je suis tombé dans une espèce de conseil de guerre. »« Êtes-vous tout à fait sûr de cette nouvelle ?» balbutia Gregson. « Je sors à l'instant de sa chambre d'hôtel, dit Lestrade. J'ai été le premier à découvrir ce nouveau meurtre. »« Gregson vient de nous faire part de son opinion sur l'affaire, dit Holmes. À votre tour, monsieur Lestrade, dites-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez fait, si toutefois vous n'y voyez pas d'objection. »« Je n'en vois aucune, répondit Lestrade en s'asseyant. Je vous avouerai franchement que j'ai cru que Stangerson était pour quelque chose dans la mort de Drebber. Ce fait nouveau m'a montré que je m'étais trompé. Pénétré de cette idée, je me suis mise à la recherche du secrétaire. Le 3 au soir, vers 8h30, on l'avait vu à la gare d'Euston, en compagnie de Drebber. Or, le cadavre de ce dernier avait été découvert à Brixton Road à 2h du matin. Il s'agissait donc de savoir ce que Stangerson avait fait dans l'intervalle et depuis lors. J'ai télégraphié son signalement à Liverpool avec avis de surveiller les bateaux américains. Puis je me suis mise à perquisitionner dans tous les hôtels et meublés du voisinage d'Euston. Voici quel était mon raisonnement. Si Drebber et son compagnon s'étaient séparés, ce dernier avait dû se loger pour la nuit dans le voisinage, le lendemain matin, afin de flâner aux abords de la gare. Il s'était sans doute donné rendez-vous quelque part, dit Holmes. C'est ce que la suite a montré. J'ai passé toute la soirée d'hier à chercher. J'ai continué de très bonne heure ce matin. À 8h, je suis entrée à l'Holidays Private Hotel, dans Little George Street. Je demande si un monsieur Stangerson loge actuellement à l'hôtel. « Vous êtes sans doute le monsieur qui l'attend, répondit-on. Il vous attend depuis 2 jours. Où pourrais-je le trouver ? Il dort là-haut. Il a demandé qu'on le réveille à 9h. Je monte tout de suite, ai-je dit. Dans mon idée, mon apparition soudaine devait lui faire lâcher une parole. Le garçon d'étage s'est offert à me conduire. C'était au second. Il y avait un petit couloir à traverser. Le garçon m'avait indiqué la porte et il s'apprêtait à redescendre. Le cri que j'ai poussé l'a fait revenir sur ses pas. Ce que je venais d'apercevoir m'avait bouleversée, malgré mes 20 ans d'expérience. Un filet de sang avait coulé sous la porte. Il avait serpenté à travers le couloir et il avait formé une petite mare le long de la plinthe. En voyant cela, le garçon en manquait tomber dans les pommes. La porte était fermée en dedans. Nous l'avons enfoncée à coups d'épaule. La fenêtre de la chambre était ouverte et près de la fenêtre, tout recroquevillé, gisait le corps d'un homme en chemise de nuit. Il était bel et bien mort, et il l'était depuis assez longtemps. Ses membres étaient rigides et glacés. Nous l'avons retourné. Le garçon l'a reconnu tout de suite. C'était bien le monsieur qui avait loué la chambre sous le nom de Joseph Stangerson. Sa mort avait été causée par une entaille profonde au côté gauche. Le cœur a dû être atteint. J'arrive à la partie la plus étrange de l'affaire. Devinez ce que j'ai trouvé au-dessus du cadavre. Je frémis d'horreur, avant même que Sherlock Holmes répondît. Le mot Rache, en lettres de sang. Exactement, dit Lestrade d'une voix blanche. Il y eut un moment de silence. L'assassin inconnu rendait ses crimes encore plus horribles en les accomplissant avec autant de méthode que de mystère. Mon système nerveux, qui avait tenu bon sur le champ de bataille, commença à flancher. « On a vu l'assassin, » reprit Lestrade. Un garçon laitier qui se rendait à son travail est passé par la ruelle entre l'écurie et le derrière de l'hôtel. Il a remarqué qu'une échelle, ordinairement couchée là, avait été dressée contre une des fenêtres du second, qui était grande ouverte. Après avoir dépassé l'hôtel, il s'est retourné et il a vu un homme descendre l'échelle. Il la descendait tout naturellement, sans précipitation, si bien qu'il l'a pris pour un menuisier ou un charpentier. « Il est de bonne heure à l'œuvre, celui-là », a-t-il pensé, sans y attacher plus d'importance. D'après lui, l'homme est grand, il a un visage rougeaud et il porte un long vêtement brun foncé. Il doit être resté quelque temps dans la chambre à la suite de son crime. Nous avons trouvé de l'eau teintée de sang dans une cuvette où il s'est lavé les mains et des taches de sang sur les draps. Il y a essuyé son couteau.
Le signalement de l'assassin correspondait de point en point à la description qu'avait faite de lui Sherlock Holmes au moyen de quelques observations éparses. Je lui jetai un coup d'œil. Il n'y avait sur son visage aucune trace de fierté. « Vous n'avez rien trouvé dans la chambre qui puisse nous renseigner sur le meurtrier ?» demanda-t-il. « Rien. Stangerson avait dans sa poche le portefeuille de Drebber. Cela semble assez naturel, puisque c'est lui qui réglait les dépenses. Il y avait à peu de choses, près de 90 livres, on n'a rien pris. Le mobile de ces crimes extraordinaires est tout ce qu'on voudra, mais pas le vol. Il n'y avait ni papier, ni note dans les poches du mort, à part un simple télégramme daté de Cleveland et remontant à 1 mois environ. Il contenait ce court message. J.H. est en Europe, sans signature. Rien d'autre ? Demanda Holmes. Le reste n'avait pas d'importance. Le roman que Stangerson avait lu pour s'endormir était abandonné sur le lit et sa pipe était posée sur une chaise près du chevet. Il y avait un verre d'eau sur la table et sur le rebord de la fenêtre, une petite boîte avec 2 pilules. Sherlock Holmes bondit en poussant un cri de joie. « Le dernier chaînon ! Je tiens tous les fils !» Les 2 détectives le regardèrent sans comprendre. « J'ai démêlé les chevaux, » dit mon compagnon avec assurance. « Bien entendu, quelques détails me manquent encore, mais je connais tous les principaux faits depuis le moment où Drebber a quitté Stangerson jusqu'à celui où l'on a découvert le corps de ce dernier. Si j'avais vu tout de mes propres yeux, je n'en serais pas plus sûre, et je vous le prouve. Vous avez là les pilules ? » « Les voici, » dit Lestrade, en montrant une petite boîte blanche. « Je les ai emportées avec le portefeuille et le télégramme pour les déposer en sûreté au commissariat. Si je les ai prises, je dois dire, c'est par le plus grand des hasards. Je n'y attache aucune importance. »« Donnez !» ordonna Holmes. « À votre avis, docteur, me demanda-t-il, est-ce que ce sont là des pilules ordinaires ?» Tel n'était certainement pas le cas. Ces pilules étaient gris-perle, petites, rondes, presque transparentes à la lumière. « D'après leur légèreté et leur quasi-transparence, dis-je, ces pilules doivent être solubles dans l'eau. »« Exact, fit Holmes. Maintenant, voudriez-vous aller chercher ce pauvre petit Fox qui est malade depuis si longtemps ? Hier, la logeuse vous a demandé de mettre fin à ces maux. » Je descendis et revins avec le Fox dans mes bras. Sa respiration haletante et ses yeux vitreux laissaient présager sa fin prochaine. D'ailleurs, son museau blanchi dénotait qu'il avait déjà outrepassé les limites ordinaires de la vie d'un chien. Je le plaçai au creux d'un coussin sur le tapis. « Je coupe en 2 une de ces pilules, » dit Holmes. Il prit son canif et fit ce qu'il avait dit. Je remets une moitié dans la boîte en vue d'expériences ultérieures. L'autre moitié, je la jette dans ce verre à vin, contenant 1 cuillerée d'eau. Constatez que notre ami le docteur avait raison. Cela se dissout rapidement. « Cette expérience peut être fort intéressante, » dit Lestrade, du ton d'une personne qui se croit bernée. « Mais je ne vois pas quel rapport cela peut avoir avec la mort de M. Joseph Stangerson. »« Patience, mon ami, patience. Vous verrez en temps et lieu qu'il s'agit d'un rapport essentiel. J'ajoute un peu de lait pour rendre le mélange potable. Le chien va laper le tout sans répugnance. » Il versa le contenu du verre dans une soucoupe et il la plaça devant le chien qui lécha tout jusqu'à la dernière goutte. L'assurance de Sherlock Holmes nous en avait imposé. Nous étions en silence, les yeux fixés sur l'animal, à attendre quelque effet surprenant. Il ne se produisit rien de tel. Le chien continuait à haleter, ni mieux ni plus mal. Holmes, en se rasseyant, avait tiré sa montre. Et à mesure que les minutes s'écoulaient, sa mine s'allongeait. Il se mordillait les lèvres, il tambourinait des doigts sur la table, il montrait tous les signes de l'anxiété. Son émotion intense me faisait mal. Ravi de l'échec qu'essuyait mon compagnon, les 2 détectives sourirent. « Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence !» s'écria-t-il à la fin en se levant. Il se prit à arpenter la salle d'un pas déchaîné. « Il est impossible que ce soit une simple coïncidence. Ces pilules, j'en avais soupçonné l'emploi dans l'affaire Drebber. On les découvre après la mort de Stangerson. Et voilà qu'elles sont anodines. Comment cela se fait-il ? Pourtant mon raisonnement est juste. Alors, mais ce chien qui ne se porte pas plus mal. Ah, j'y suis ! Avec un cri de joie, il se précipita vers la boîte. Il partagea en 2 l'autre pilule. Il en fit fondre une moitié.
Il ajouta du lait. Il présenta de nouveau la soucoupe au fox. À peine la malheureuse bête y avait-elle trempé sa langue qu'elle frissonna de tous ses membres et tomba sur le coussin, raide et inanimée, comme frappée par la foudre. Sherlock Holmes poussa un long soupir et essuya la sueur de son front. « J'aurais dû être plus confiant, dit-il. Lorsqu'un fait semble contredire une longue suite de déductions, c'est qu'on l'interprète mal. Une des deux pilules contenait un poison violent, tandis que l'autre était inoffensive. J'aurais dû le savoir avant même de voir la boîte. » Cette dernière déclaration me sembla si extravagante que je me demandais s'il avait tout son bon sens. Pourtant, j'avais là, sous les yeux, le chien mort. Le bien fondé de son hypothèse ne faisait aucun doute. Peu à peu, les brouillards de mon esprit se dissipèrent. La vérité m'apparut confusément. « Tout cela vous semble étrange, » continua Holmes, « parce que vous n'avez pas saisi l'importance du seul indice véritable qui s'est présenté à vous dès le début. Et j'ai eu la chance de mettre le doigt dessus. Depuis lors, tout ce qui est arrivé n'a fait que confirmer ma première supposition. Tout, en fait, en a découlé logiquement. Les choses qui vous ont semblé des complications embarrassantes m'ont éclairé et ont confirmé mes conclusions. L'extraordinaire est une chose, le mystère en est une autre. Le crime le plus banal est souvent le plus mystérieux. Il ne présente aucun caractère dont on puisse tirer des déductions. Si au lieu de découvrir le corps de la victime dans les circonstances sensationnelles qui ont révélé l'affaire, on l'avait trouvé tout simplement étendu sur la chaussée, l'enquête aurait été beaucoup plus difficile. Tous ces détails extraordinaires, loin de compliquer les choses, les ont, au contraire, simplifiées. M. Gregson, qui avait écouté avec impatience, fut incapable de se contenir plus longtemps. « Voyons, monsieur Sherlock Holmes, dit-il, nous sommes tous disposés à reconnaître votre perspicacité et l'originalité de votre méthode de travail. Mais à présent, nous désirons autre chose que de la théorie et du prêche. Il s'agit de capturer un assassin. J'en étais venu à une conclusion qui s'est révélée fausse. Le jeune charpentier n'a pas pu prendre part au second crime. Lestrade a couru après Stangerson, il se trompait lui aussi. Avec toutes les allusions que vous avez lancées par-ci, par-là, vous nous avez donné l'impression d'en savoir plus que nous. Dites-nous donc clairement ce que vous savez. Pouvez-vous nous révéler le nom du coupable ? Je ne peux que donner raison à Gregson, dit Lestrade. Nous avons chacun de notre côté essayé d'éclaircir l'affaire et nous avons échoué tous les deux. Depuis mon arrivée ici, vous nous avez laissé entendre à plusieurs reprises que vous saviez parfaitement à quoi vous en tenir. J'espère que vous ne nous ferez pas languir plus longtemps. Tout délai apporté à l'arrestation de l'assassin pourrait lui laisser le temps de commettre un nouveau crime, ajoutai-je. Pressé par nous trois, Holmes parut hésiter. Il n'en continua pas moins à marcher, de long en large, la tête basse et les sourcils froncés. Tout à coup, il s'arrêta et nous regarda bien en face. « Il ne commettra plus de crime, dit-il. Là-dessus, vous pouvez être tranquille. Vous m'avez demandé si je connaissais le nom de l'assassin ? Oui, je le connais, mais quelle importance ? Ce qui compte, c'est de le capturer. Or, j'ai bon espoir d'y arriver par mes propres moyens. Encore faudra-t-il du doigté. L'homme est rusé, désespéré. De plus, et cela je le sais par expérience personnelle, il a un complice qui est aussi habile que lui. Tant qu'il ne se sait pas découvert, il y a des chances de lui mettre la main au collet. Mais au moindre soupçon, il changera de nom et disparaîtra parmi les 4 millions d'habitants de Londres. Sans vouloir vous froisser ni l'un ni l'autre, je dois dire qu'à mon avis, la police n'est pas de taille à lutter contre ces deux hommes-là. C'est pourquoi je n'ai pas fait appel à votre aide. Bien entendu, si à mon tour j'échoue, je serai blâmé d'avoir agi seul. Je joue gagnant. Dès maintenant, je vous promets ceci. Quand je pourrai me mettre en rapport avec vous sans nuire à mes plans, je le ferai. Apparemment, cette promesse, précédée de l'allusion méprisante à la police, ne satisfit guère Gregson ni Lestrade. Le premier avait rougi jusqu'à la racine de ses cheveux couleur de lin, tandis que les yeux en boutons de chaussures de l'autre avaient brillé de curiosité, puis de rancune. Ils n'eurent pas le temps de répliquer. On frappa. Le porte-parole des Gavroche, Wiggins, montra sa frimousse. « Pardon, monsieur, dit-il, en relevant sa mèche de cheveux. Le fiacre est en bas. »« Parfait, mon garçon, dit Holmes avec satisfaction. « Pourquoi n'adoptez-vous pas ce modèle à Scotland Yard ?
ajouta-t-il en sortant d'un tiroir une paire de menottes en acier. Vous voyez comme le ressort fonctionne bien? Elles se referment en un rien de temps. Nos vieilles menottes suffiront, dit Lestrade, si nous attrapons jamais l'assassin. Fort bien, dit Holmes en souriant. Au fait, le cocher pourrait m'aider à transporter mes bagages? Demandez-lui de monter, Wiggins. Je fus surpris d'apprendre que mon compagnon partait en voyage. Il ne m'en avait rien dit. Il y avait une petite valise dans la pièce. Holmes alla la chercher et se mit à l'assembler. Sur ces entrefaits, le cocher entra. « Aidez-moi donc à attacher cette courroie, cocher. » L'homme s'avança, l'air hargneux, un peu méfiant. Il se pencha et tendit les mains. Coup sec, bruit métallique. Holmes se releva. « Messieurs !» cria-t-il, les yeux brillants. « Je vous présente M. Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Drebber et de M. Joseph Stangerson. » Tout s'était passé en un tour de main, si rapidement que je n'avais pas eu le temps d'en prendre conscience. J'ai gardé un souvenir vif de cet instant, l'air triomphant de Holmes et le timbre de sa voix, le visage abasourdi, féroce du cocher, lorsqu'il regarda les menottes qui brillaient à ses poignets. Elle les avait encerclées comme par magie. Durant quelques secondes, nous fûmes comme des statues. Puis, avec un rugissement de colère, le cocher s'arracha à l'étreinte de Holmes et se rua par la fenêtre. Le bois et le verre volèrent en éclats, mais avant qu'il eût passé au travers, Gregson, Lestrade et Holmes sautèrent sur lui comme autant de chiens de chasse. Ils le ramenèrent de force. Une lutte terrible s'engagea. Il nous repoussa maintes et maintes fois tant il était fort. Il semblait avoir l'énergie convulsive d'un épileptique. Le verre avait affreusement tailladé son visage, mais il avait beau perdre du sang, il n'en résistait pas moins. Lestrade réussit à empoigner la cravate. Il l'étrangla presque. Le cocher comprit enfin l'inutilité de ses efforts. Nous ne respirâmes cependant qu'après lui avoir lié les pieds et les mains. « Sa voiture est en bas, dit Sherlock Holmes. Elle nous servira pour le conduire à Scotland Yard. Et maintenant, messieurs, continua-t-il avec un sourire aimable, nous voilà arrivés à la fin de ce petit mystère. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai très volontiers. » Chapitre 8. La grande plaine salée. Au nord-ouest des États-Unis, de la Sierra Nevada, du Nebraska et du fleuve Yellowstone au nord jusqu'au Colorado au sud, s'étend un désert aride qui a, pendant de longues années, barré la route à la civilisation. Dans cette région désolée et silencieuse, la nature s'est plu à réunir de hautes montagnes aux pics neigeux, avec des vallées sombres et mélancoliques, des rivières rapides qui s'engouffrent dans les canyons déchiquetés, avec d'immenses plaines blanches en hiver, grises en été, d'une poussière d'alcali salin. Mais tous ces paysages offrent au regard le même aspect dénudé, inhospitalier et misérable. Personne n'habite là. De temps à autre, une bande de pawnies ou de pieds noirs en quête de nouveaux terrains de chasse traverse les plaines. Mais elles sont si terrifiantes que les plus braves d'entre eux sont heureux de les perdre de vue et de se retrouver dans leurs prairies. Le coyote se faufile parmi les broussailles, le busard rôde dans l'air, qu'il bat mollement de ses ailes. Et dans les ravins, appalant, le lourdeau grizzly cherche la maigre pitance que lui fournissent les rochers. Tels sont les seuls habitants de ce lieu sauvage. Le panorama qu'on peut contempler de la pente septentrionale de la Sierra Blanco est, du monde entier, le plus morne. À perte de vue, s'étale une vaste plaine toute recouverte de plaques de sel et parsemée de massifs de chaparral nains. Et dans tout cet espace, il n'y a aucun signe de vie. Nul oiseau dans le ciel bleu acier, nul mouvement sur le sol terne. Il y règne un silence absolu. Pas un bruit. Du silence. Rien que du silence. Silence total, écrasant. Il a été dit que là, rien de vivant n'apparaissait. C'est à peu près exact. Du haut de la Sierra Blanco, on voit une piste qui serpente dans le désert et se perd dans le lointain. Des roues y ont creusé des ornières et de nombreux aventuriers y ont laissé l'empreinte de leurs pas. Ici et là, tranchant sur le fond sombre du dépôt de sel, des objets blancs brillent au soleil. Ce sont des ossements. Les uns de grandes dimensions et grossièrement taillés, les autres plus petits et plus délicats. Les premiers ont appartenu à des bœufs, les seconds à des hommes.
Sur une étendue de 2000 km, on peut retracer le chemin d'une caravane macabre au moyen de vestiges éparpillés des voyageurs tombés en route. Tel est le spectacle que, le 4 mai 1847, contemplait un homme solitaire. Son apparition aurait pu le faire passer pour le génie ou le démon de la région. Il aurait été difficile de dire s'il était plus près de 60 ans que de 40. Il avait l'air hagard et le visage décharné. Sa peau parcheminée était comme collée à ses pommettes saillantes. Ses longs cheveux bruns et sa barbe étaient striés de fils blancs. Ses yeux, enfoncés dans leur orbite, brillaient d'un feu étrange, et la main qui serrait son fusil était d'une maigreur squelettique. Il s'arc-boutait sur son arme, mais sa haute taille et la charpente de ses os dénotaient une constitution robuste et nerveuse. Seul son visage hâve et ses vêtements flottants lui donnaient un air de décrépitude. Péniblement, il avait descendu le ravin et gravi ce monticule, dans le vain espoir de trouver de l'eau. Il voyait maintenant la grande plaine salée se dérouler jusqu'aux montagnes, à l'horizon, sans un arbre ou une plante qui pût indiquer quelque humidité. L'étendue du paysage ne permettait aucun espoir. Il regarda au nord, à l'est et à l'ouest, avec des yeux farouches, scrutateurs. Alors il comprit que son voyage touchait à sa fin. Il allait mourir sur ce roc, sans végétation. Pourquoi pas ici, plutôt que sur un lit de plumes dans une vingtaine d'années, murmura-t-il, en s'asseyant à l'ombre d'une grosse pierre. Avant de s'asseoir, il avait déposé sur le sol son fusil devenu inutile et un gros paquet enveloppé dans un châle gris qu'il avait porté en bandoulière. Ce fardeau était apparemment trop lourd pour lui, car en le posant, il le laissa retomber un peu vite. Aussitôt une plainte s'en exhala. Il en sortit un petit visage apeuré, aux yeux bruns très brillants, et 2 petits poings potelés. « Tu m'as fait mal !» dit une voix d'enfant sur un ton de reproche. « C'est vrai ?» répondit l'homme avec regret. « Je n'ai pas fait exprès. » Tout en parlant, il déroula le châle gris qui enveloppait une jolie petite fille d'environ 5 ans. Les souliers coquets, l'élégante robe rose, le tablier de toile indiquaient des soins maternels attentifs. L'enfant était pâle et fatigué, mais ses bras et ses jambes fermes montraient qu'elle avait moins souffert que son compagnon. « Ça va mieux ?» demanda l'homme avec appréhension, en la voyant se frotter derrière la tête, sous ses boucles dorées. « Embrasse mon bobo pour le guérir, dit-elle, en lui indiquant avec gravité la place meurtrie. « Maman faisait toujours comme ça. Où est maman ?»« Maman est partie. Je pense que tu la reverras bientôt. »« Partie ?» dit la petite fille. « Elle ne m'a pas dit au revoir, c'est curieux. Elle me disait toujours au revoir quand elle allait chez tante pour prendre le thé. Ça fait 3 jours qu'elle n'est plus là. Dis, comme tout est sec, je peux avoir un peu d'eau et quelque chose à manger ? Non, chérie, je n'ai plus rien. Prends patience. Appuie ta tête contre moi, comme ça tu te sentiras plus vaillante. Il n'est pas facile de parler avec des lèvres comme du cuir, mais il faut que je te dise ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu ramasses ? Les jolies choses ! S'écria la fillette, enthousiasmée par 2 étincelants fragments de mica. Quand nous retournerons à la maison, je les donnerai à mon frère Bob. Tu verras bientôt de plus jolies choses, dit l'homme avec conviction. Attends un peu. Mais j'allais te dire, tu te souviens quand nous avons quitté le fleuve ? Oh oui ! Eh bien, tu comprends, nous comptions en atteindre un autre, mais on s'est trompé. À cause de la boussole, de la carte ou d'autre chose, il n'y aura plus de fleuve. Il ne nous restait plus d'eau, sauf une goutte pour toi et... Tu n'as pas pu te laver, interrompit sa compagne, en regardant le visage barbouillé. Non, ni me laver, ni boire. Monsieur Bender, il a été le premier à partir, puis l'Italien Pete, puis Madame McGregor, puis ensuite Johnny Owens, et enfin, ma chérie, ta mère. Alors maman aussi est morte ? S'écria la petite fille. Elle cacha son visage dans son tablier et elle éclata en sanglots. Oui, tout le monde est mort, excepté toi et moi. Alors j'ai pensé que nous trouverions peut-être de l'eau par ici. Je t'ai prise sur mon épaule et je me suis mise en marche. Mais notre situation ne semble pas s'être améliorée. Il nous reste une bien faible chance. « Veux-tu dire que nous aussi nous allons mourir ?» demanda l'enfant, en relevant son visage inondé de larmes. « Ça m'en a tout l'air. »« Fallait le dire tout de suite !»
s'écria-t-elle avec un joyeux sourire. Tu m'as fait une peur. Mais puisque nous allons mourir, nous allons retrouver maman. Tu la retrouveras. Toi aussi. Je vais lui dire comme tu as été bon. Je parie que maman nous attend à la porte du ciel, avec une grosse cruche pleine d'eau et un tas de galettes de sarrasin toutes chaudes et rôties, des deux côtés comme nous les aimons, Bob et moi. Ce sera long encore ? Je ne sais pas. Pas trop. Les yeux de l'homme étaient fixés à l'horizon nord. Sous la voûte bleue du ciel étaient apparues 3 petites taches. D'instant en instant, elles grossissaient. Bientôt, il put distinguer 3 gros oiseaux bruns. Ils décrivirent des cercles au-dessus de leur tête, puis ils se posèrent sur la corniche au-dessus d'eux. C'étaient des busards. La présence de ces vautours de l'ouest présageait la mort. « Des poules !» s'écria la fillette avec joie, en montrant du doigt les oiseaux de mauvais augure. Elle frappa dans ses mains pour les faire s'envoler. « Dis, c'est le bon Dieu qui a fait ce pays ?»« Bien sûr, » répondit son compagnon, surpris par cette question. « Il a fait l'Illinois et il a fait le Missouri. Mais cette partie-ci, ce doit être un autre qui l'a faite. Ce n'est pas si bien que le reste. On a oublié l'eau et les arbres. »« Si tu faisais ta prière, » proposa timidement l'homme. « Ce n'est pas encore la nuit, » répondit-elle. « Ça fait rien. Ce n'est pas tout à fait dans les règles, mais il ne t'en voudra pas pour ça, tu peux être sûr. Répète les prières que tu avais coutume de dire chaque soir, dans le chariot, quand nous étions dans les plaines. »« Pourquoi tu ne fais pas aussi tes prières ?» demanda l'enfant, l'air étonné. « Je les ai oubliées, » répondit-il. « Je ne les ai pas dites depuis le temps que je n'étais pas plus haut que la moitié de ce fusil. Mais il n'est jamais trop tard. Récite tes prières tout haut, je les redirai après toi. »« Alors, tu vas te mettre à genoux, » dit-elle, en étendant le châle sur le sol. « Croise tes doigts comme ceci, on se sent meilleur les mains jointes. » Cette scène n'avait nul besoin d'avoir eu des busards comme témoins pour être extraordinaire. Les 2 errants, la petite enfant babillant et le rude aventurier, étaient agenouillés côte à côte sur le châle étroit. La frimousse joufflue et le visage anguleux étaient tournés vers le ciel, sans nuages, pour implorer l'être terrible avec lequel ils se trouvaient face à face. 2 voix, l'une faible et claire, l'autre grave et rauque, s'unissaient pour demander la grâce et le pardon divin. La prière finie, ils reprirent leur place à l'abri de la grosse pierre. La petite fille blottie contre la large poitrine de son protecteur s'assoupit. Il veilla sur le sommeil pendant quelque temps. À la fin, la nature reprit ses droits. Il ne s'était accordé ni repos, ni sommeil depuis 3 jours et 3 nuits. Ses paupières descendirent lentement sur ses yeux fatigués et la tête s'inclina de plus en plus sur sa poitrine. La barbe grisonnante se mêla aux cheveux dorés. Il s'endormit à son tour, du même sommeil que sa petite compagne, profond et sans rêve. S'il était resté éveillé une demi-heure de plus, il aurait vu un spectacle inattendu. Au loin, tout à l'extrémité de la plaine salée, à peine distinct du brouillard, un nuage de poussière s'éleva et grandit peu à peu. Seul un grand nombre d'êtres en mouvement pouvait en soulever un semblable. Il aurait pu s'agir d'un de ces énormes troupeaux de bisons qui broutent les prairies, mais les lieux étaient trop arides pour qu'il en pût être question. Quand le tourbillon de poussière se rapprocha du rocher solitaire où dormaient nos 2 voyageurs égarés, il laissa entrevoir des chariots couverts de toile et des cavaliers armés. C'était une grande caravane en route vers l'ouest. Et quelle caravane! Elle se déployait du pied des montagnes jusque par-delà l'horizon. À travers l'immense plaine avançaient en désordre des chariots et des charrettes, des cavaliers et des piétons, d'innombrables femmes qui chancelaient sous leurs fardeaux et des enfants qui trottinaient entre les chariots ou qui regardaient furtivement de dessous les bâches. Ce n'étaient évidemment pas des immigrants ordinaires, mais plutôt, bien plutôt, un peuple nomade contraint par la force des choses à se chercher une nouvelle patrie. L'air résonnait de bruits de pas, de grondements sourds, de hennissements et de grincements de roues. Tout ce tintamarre ne réussit pas à réveiller nos 2 dormeurs. En tête de la colonne chevauchait une vingtaine d'hommes au visage dur et sévère, vêtus de gros draps et armés de fusils. Parvenus au bas du monticule, ils s'arrêtèrent pour tenir conseil. « Les sources se trouvent à droite, mes frères, » dit l'un d'eux, un homme grisonnant aux lèvres fermes, au visage imberbe. « Prenons la droite de la Sierra Blanco pour atteindre le Rio Grande, » dit un autre. « Ne craignez pas que l'eau vous manque, » cria un troisième. « Celui qui a pu la faire jaillir du rocher n'abandonnera pas son peuple élu. »« Amen, amen, répondit toute la troupe.
Ils allaient se remettre en route quand l'un des plus jeunes, à la vue perçante, poussa un cri. Il désigna le monticule. Au sommet flottait quelque chose de rose qui ressortait sur un fond de pierre grise. Ils piquèrent des deux tout en armant leurs fusils. D'autres cavaliers se joignirent à eux. Le nom de Peau-Rouge volait de bouche en bouche. « Il ne peut pas y avoir d'Indiens ici, » dit l'homme âgé qui semblait être le chef. « Nous avons dépassé les Pawnees, et nous ne rencontrerons pas d'autres tribus avant les grandes montagnes. »« Je vais voir, frère Stangerson » demanda quelqu'un de la bande. « J'irai aussi, s'écrièrent une douzaine de voix. « Descendez de cheval, nous vous attendrons, » répondit l'homme âgé. Le temps de le dire, et les jeunes gens avaient sauté à terre, attaché leurs chevaux, et ils s'étaient mis à gravir la pente escarpée. Ils avançaient rapidement et sans bruit, avec la confiance et la dextérité d'éclaireurs exercés. D'en bas, on les vit sauter de roche en roche, puis leurs silhouettes se découpèrent sous le ciel. Le jeune homme qui avait donné l'alarme marchait en tête. Les autres le virent lever les bras en l'air en signe de surprise, et quand ils le rattrapèrent, ils éprouvèrent la même sensation devant le tableau qui s'offrait à leurs yeux. Sur le petit plateau qui couronnait la colline se dressait une pierre énorme, au pied de laquelle gisait un homme de haute taille, à la barbe longue, aux traits durs, d'une excessive maigreur. Son air calme et sa respiration régulière montraient qu'il dormait profondément. Un petit enfant reposait tout contre lui. Ses bras ronds et blancs entouraient le cou musclé. Sa tête blonde s'appuyait sur le veston de velours. Ses lèvres roses, entr'ouvertes, laissaient voir des dents blanches comme la neige, et un sourire enjoué se jouait sur ses traits puérils. Ses petites jambes dodues, ses chaussettes blanches et ses souliers propres, aux boucles brillantes, contrastaient étrangement avec les longs membres desséchés de son compagnon. Sur la corniche du rocher qui surplombait ce couple étrange, se tenaient 3 busards solennels, qui, à la vue des nouveaux venus, jetèrent un cri rauque et s'envolèrent de mauvaise grâce. Le cri des oiseaux réveilla les 2 dormeurs. Ils regardèrent autour d'eux avec stupéfaction. L'homme se leva en chancelant pour contempler la plaine, qu'il avait vue si déserte avant de s'endormir, et qui était maintenant traversée par l'énorme défilé de gens et de bêtes. Il eut une expression d'incrédulité, et il passa sa main osseuse sur ses yeux. « C'est ce qu'on appelle le délire, je pense, » murmura-t-il. La petite se serrait contre lui, tenant un pan de son veston. Elle ne disait rien, mais elle regardait autour d'elle avec cet air émerveillé et questionneur des enfants. Ils ne doutèrent bientôt plus de la réalité de leur vision. L'un des sauveteurs saisit la petite fille et la hissa sur son épaule. 2 autres soutinrent son compagnon décharné jusqu'au chariot. « Je me nomme John Ferrier, » expliqua-t-il. « Moi et cette petite, nous sommes les seuls survivants d'un groupe de 21 personnes. Tous les autres sont morts de soif et de faim là-bas, dans le sud. »« Est-elle à vous » demanda quelqu'un. « Maintenant, oui » s'écria Ferrier avec défi. « Elle m'appartient. Parce que je l'ai sauvée. Personne ne pourra me la prendre. À partir d'aujourd'hui, elle s'appelle Lucie Ferrier. Mais qui êtes-vous » s'enquit-il, en regardant avec curiosité ses sauves robustes et brunis par le soleil. « Vous êtes en nombre ?»« À peu près 10 000, » répondit l'un des jeunes. « Nous sommes les enfants persécutés de Dieu, les élus de l'ange Mérona. »« Je n'ai jamais entendu parler de lui, » dit Ferrier, « mais il a une belle quantité d'élus. » « Ne plaisantez pas avec les choses sacrées, » répliqua l'autre en fronçant les sourcils. « Nous sommes de ceux qui croient aux écritures saintes gravées en lettres égyptiennes sur des plaques d'or martelées qui ont été remises au très saint Joseph Smith à Palmyre. Nous venons de Nauvoo, dans l'état de l'Illinois, où nous avions édifié notre temple. Nous cherchons un refuge, loin des hommes violents et impies, et s'il le faut, nous irons jusqu'au fond du désert. »« J'y suis, » dit Ferrier. Le nom de Nauvoo lui avait rafraîchi la mémoire. « Vous êtes les Mormons. »« Nous sommes les Mormons, » répondirent en chœur ses compagnons. « Et où allez-vous » ? « Nous l'ignorons. La main de Dieu nous guide en la personne de son prophète. Il faut que vous vous présentiez devant lui. Il décidera de votre sort. » Ils avaient atteint le pied de la colline. Une troupe de pèlerins les entoura. Des femmes au visage pâle, à l'air soumis, des enfants vigoureux, rieurs, des hommes au regard inquiet mais sérieux. De surprise ou de pitié, ils s'exclamèrent à l'envi en considérant les 2 étrangers, l'un si misérable et l'autre si jeune. Leur escorte s'arrêta devant un chariot d'un faste voyant. Il était attelé de 6 chevaux, alors que les autres n'en avaient que 2, 4 au plus. À côté du conducteur était assis un homme qui ne paraissait pas avoir plus de 30 ans.
Mais sa tête massive, son air résolu, étaient ceux d'un chef. Il lisait un livre à la couverture brune qu'il mit de côté à l'approche de la foule. Il écoutait le récit qui lui fut fait, puis il se tourna vers les deux rescapés. « Si nous vous prenons avec nous, dit-il avec gravité, ce ne peut être qu'en tant que nouveaux adeptes de nos croyances. Nous ne voulons pas de loup dans notre bercail. Si vous deviez être parmi nous comme le ver dans le fruit, il vaudrait mieux laisser blanchir vos os dans le désert. Acceptez-vous nos conditions ? M'est avis, que je vous suivrai à n'importe quelle condition, dit Ferrier, avec une telle énergie que les graves anciens ne purent réprimer un sourire. Le chef resta impassible. « Emmenez-le, frère Stangerson, dit-il. Donnez-lui à boire et à manger. Occupez-vous de l'enfant. Vous aurez la tâche de lui apprendre notre sainte croyance. Nous avons assez tardé. En route! À Sion! À Sion! À Sion! En avant! Crièrent les Mormons. Ces mots passèrent de bouche en bouche et se perdirent au loin dans un murmure confus. Il y eut des claquements de fouet et des grincements de roues. La caravane s'ébranla. De nouveau, elle ondula dans le désert. Le frère Stangerson conduisit les rescapés à son chariot. Un repas les y attendait. « Restez ici et reposez-vous, dit-il. Dans quelques jours, vous serez remis de vos fatigues. En attendant, rappelez-vous que notre religion est désormais la vôtre. Brigham Young l'a dit, et il a parlé avec la voix de Joseph Smith, qui est celle de Dieu. » Chapitre 9. La fleur de l'Utah. Ce n'est pas le lieu de rappeler les épreuves et les privations que subirent les fugitifs mormons avant de parvenir à leur port de salut. Depuis les rives du Mississippi jusqu'au versant occidental des montagnes rocheuses, ils avaient lutté avec une constance presque sans pareille dans l'histoire. Leur ténacité anglo-saxonne avait surmonté tous les obstacles que la nature avait suscités sur leur chemin. L'Indien, la bête féroce, la faim, la soif, la fatigue et la maladie. Cependant, leur longue pérégrination et les terreurs qu'ils durent vaincre avaient ébranlé le courage des plus vaillants. Tous s'agenouillèrent pour rendre grâce du fond du cœur quand ils virent à leurs pieds la grande vallée de l'Utah ensoleillée et qu'ils apprirent de la bouche de leur chef que c'était la terre promise. Tout cet espace vierge leur appartiendrait à jamais. Young se montra vite un administrateur avisé autant qu'un chef résolu. On dessina le plan de la cité future. On partagea les fermes des environs proportionnellement à l'importance de chaque individu. On rendit le commerçant à son négoce et l'artisan à son métier. Des rues et des places apparurent comme par magie dans l'enceinte réservée à la ville. Et à la campagne, on draina, on planta des haies, on déboisa, on ensemença. L'été suivant, la terre fut entièrement dorée par les blés. Cette colonie étrange connut une prospérité générale. Le temple, érigé au milieu de la ville, s'agrandit sans cesse. Ce sanctuaire, élevé à celui qui avait guidé les Mormons et qui les avait préservés de tant de dangers, résonnait du matin au soir du bruit des marteaux et du grincement des scies. John Ferrier et la petite fille qu'il avait adoptée suivirent les Mormons jusqu'au bout. La petite Lucie voyagea assez agréablement dans le chariot de Stangerson l'Ancien, en compagnie des 3 épouses du Mormon et de son fils, garçon volontaire et hardi, âgé de 12 ans. La souplesse de l'enfance lui permit de se remettre du choc causé par la mort de sa mère, et Lucie devint le chouchou des bonnes femmes. La vie en roulotte la conquit. De son côté, Ferrier se révéla, une fois établi, un guide précieux et un chasseur infatigable. Il gagna rapidement l'estime de ses nouveaux compagnons. Aussi, au terme du voyage, convint-on à l'unanimité de lui attribuer un lot de terrain égal à celui de chacun des autres, à l'exception des 4 principaux anciens, Young, Stangerson, Kimball et Draper. John Ferrier bâtit sur son terrain une solide maison de bois qui devint, avec les années, par agrandissements successifs, une villa spacieuse. C'était un homme pratique, âpre au gain et habile de ses 10 doigts. Lové à une santé de fer, il consacra toutes ses journées à amender et à cultiver ses terres. Sa ferme et ses biens prospérèrent. Au bout de 3 ans, il était déjà mieux parti que ses voisins. 3 ans plus tard, c'était un homme aisé. 3 autres années encore, et il était devenu riche. Enfin, 12 ans après son établissement, il n'y avait pas dans tout Salt Lake City 6 hommes aussi fortunés que lui. De la grande mer intérieure aux lointaines montagnes de Waza, aucun nom n'était plus avantageusement connu que celui de John Ferrier.
Il ne froissait pas la susceptibilité de ses coreligionnaires que sur un point. Rien n'avait pu le persuader de prendre plusieurs femmes à la manière des Mormons. Sur ce chapitre-là, il était inflexible, mais il ne s'expliquait pas. Certains l'accusaient de tiédeur à l'égard de sa nouvelle foi. D'autres encore parlaient de sa fidélité au souvenir de son premier amour, une jeune fille aux cheveux blonds, morte de langueur, sur les bords de l'Atlantique. Quelle qu'en fût la raison, Ferrier restait strictement célibataire. Pour le reste, il se conformait aux préceptes de la jeune colonie et passait pour un homme droit et orthodoxe. Lucie Ferrier grandit près de son père adoptif et l'aida dans toutes ses entreprises. L'air vif des montagnes et l'odeur balsamique des pins suppléèrent aux soins d'une mère ou d'une nourrice. Chaque année, la formait plus grande et plus vigoureuse. Ses joues devenaient roses, sa démarche élastique. Le bouton se changeait en fleurs. L'année où John Ferrier compta au nombre des richissimes fermiers, elle était la plus jolie américaine qu'on pût trouver sur tout le versant du Pacifique. Ce ne fut pas le père qui découvrit le premier que l'enfant s'était faite femme. Il en est souvent ainsi. Cette transformation mystérieuse s'opère avec trop de subtilité pour qu'on puisse lui attribuer une date précise. La jeune femme elle-même ne s'en rend mieux compte jusqu'à ce que le son d'une voix ou le contact d'une main fasse tressaillir son cœur. Alors, avec fierté mêlée de crainte, elle découvre en elle une nature neuve, plus vaste que l'ancienne. Généralement, on se souvient de ce jour-là, ainsi que du petit incident qui a annoncé l'aube d'une vie nouvelle. Dans le cas de Lucie Ferrier, l'incident fut assez sérieux et influa non seulement sur sa destinée, mais sur celle de beaucoup d'autres. Par une chaude matinée de juin, les saints des derniers jours s'affairaient comme les abeilles dont ils avaient pris la ruche pour emblème. Le bourdonnement du travail humain emplissait les champs et les rues. Sur les routes poudreuses, de longues files de mules lourdement chargées, des troupeaux de moutons et de bœufs venant de lointains pâturages, et des convois d'immigrants qui avaient l'air aussi harassés que leurs chevaux se dirigeaient vers l'ouest. La fièvre de l'or avait éclaté en Californie, et pour s'y rendre, il fallait passer par la ville des élus. À travers la foule bariolée des gens et des bêtes, Lucie se fraya un chemin au galop, avec l'adresse d'une Amazone accomplie. Son beau visage était empourpré par l'exercice et ses cheveux noisettes flottaient au vent. Elle ne pensait qu'à bien s'acquitter à la ville d'une commission que lui avait donnée son père. Elle s'y rendait comme toujours, à fond de train, avec l'intrépidité du jeune âge. Les aventuriers salis par la poussière des routes et même les impassibles Indiens chargés de pelleteries l'admiraient au passage. Parvenue aux abords de Salt Lake City, elle trouva la route bloquée par un grand troupeau de bêtes à cornes que ramenaient des plaines une demi-douzaine de bouviers à la mine farouche. Dans son impatience, Lucie tenta de franchir cet obstacle. Elle poussa son cheval dans ce qui lui avait paru une trouée. Mais à peine s'y était-elle engagée que les bêtes se rejoignirent derrière elle. Elle était prise dans une masse mouvante de bœufs aux yeux féroces et aux longues cornes. Familiarisée avec le bétail, Lucie ne perdit pas son sang-froid. Elle profitait d'intervalles momentanés pour s'avancer. Par malchance ou à dessein, un bœuf encorna le flanc du Mustang qui se cabra, caracola et rua. La situation était critique. Chaque mouvement du cheval le mettait en contact avec les cornes et l'excitait davantage. Tout l'effort de Lucie était de se maintenir en selle de peur d'être horriblement piétinée. Sa tête commençait à tourner et elle relâchait sa prise sur les rênes. Le nuage de poussière et la transpiration des bêtes la faisaient suffoquer. Elle était à bout. Sur le point de s'évanouir, elle entendit une voix toute proche et une main brunie, puissante, saisit par la gourmette le cheval emballé et tira rapidement Lucie du troupeau. « J'espère que vous n'êtes pas blessée, mademoiselle ?» interrogea respectueusement son sauveur. Elle leva les yeux sur son visage hâlé, aux traits durs, et sourit avec espièglerie. « J'ai eu la frousse, dit-elle naïvement. Qui aurait pensé que Poncho serait effarouché par des vaches ? Dieu merci, vous êtes resté en selle, fit-il. C'était un grand jeune homme à l'air sauvage. Il montait un robuste cheval rouan. Il portait l'habit d'un chasseur avec un fusil en bandoulière. « Je suppose que vous êtes la fille de John Ferrier. Je vous ai vu sortir de chez lui. Quand vous le reverrez, demandez-lui s'il se souvient de la famille Jefferson Hope de Saint-Louis. S'il est bien le Ferrier que nous avons connu, lui et mon père étaient très liés. »« Ne feriez-vous pas aussi bien de venir le lui demander vous-même » dit-elle. Cette suggestion sembla plaire au jeune homme. Ses yeux noirs étincelèrent. « Soit !
Mais je viens de passer 3 mois dans les montagnes. Je ne suis pas en tenue de visite. Il faudra me prendre comme je suis. Papa vous doit des remerciements, et moi aussi, répondit-elle. Il m'aime beaucoup. Si ces vaches m'avaient écrasé, il ne s'en serait jamais consolé. Ni moi. Ni vous? Je ne vois pas pourquoi. Vous n'êtes même pas un de nos amis. Le visage du jeune chasseur se rembrunit. Lucie éclata de rire. Je ne voulais pas dire cela, dit-elle. Maintenant, bien entendu, vous êtes notre ami. Il faut venir nous voir. Je continue mon chemin, sans quoi papa ne me confierait plus jamais ses affaires. À bientôt. À bientôt, répondit-il. Il souleva son large sombrero et il se pencha sur la petite main de Lucie. Elle fit faire demi-tour à son cheval, lui donna un coup de cravache et partit comme un trait sur la route au milieu d'un nuage de poussière. Taciturne et triste, Jefferson Hope rejoignit ses compagnons. Ils avaient prospecté dans les montagnes du Nevada et ils revenaient à Salt Lake City avec l'espoir d'y réunir assez de fonds pour exploiter des filons d'argent. Ils s'étaient, comme eux, passionnés pour cette affaire, mais ses idées prenaient maintenant un autre cours. La vue de cette jeune fille, fraîche et saine comme la brise de la Sierra, avait bouleversé son cœur indompté. Quand il la vit disparaître, il se rendit compte de la tempête qui s'était levée en lui. Désormais, les affaires d'argent ne pourraient pas lutter avec son amour. Car il ne s'agissait pas d'un caprice de jeune homme, c'était bien de l'amour. L'amour impétueux, violent, d'un homme volontaire, dominateur. Il avait toujours été heureux dans ses entreprises. Aussi, se jura-t-il d'obtenir la main de Lucie. Il rendit visite à John Ferrier le soir même. Il revint ensuite plusieurs fois. Bientôt, il fut un habitué. Au cours des 12 dernières années, John, isolé dans la vallée et absorbé par son travail, avait eu peu d'occasion d'apprendre les nouvelles de l'extérieur. Jefferson lui en apportait. Il intéressait Lucie comme son père. Il avait été pionnier en Californie et il connaissait plus d'une histoire de fortune faite et de défaite, dans ces jours tantôt terribles, tantôt sereins. Il avait été aussi guide, trappeur, prospecteur, éleveur. Partout où pouvaient se trouver des aventures existantes, il y avait couru. Le vieux fermier le prit en affection. Il faisait volontiers son éloge. Alors, Lucie se taisait, mais ses joues rougissaient et ses yeux, qui brillaient, montraient clairement que son cœur ne lui appartenait plus. Ces signes passaient peut-être inaperçus de son brave père, mais il n'échappait pas au principal intéressé. Un soir d'été, il arriva au triple galop. Lucie, qui se trouvait à la porte, marcha au-devant de lui. Il jeta la bride sur la clôture et s'engagea dans l'allée. « Je pars, Lucie, dit-il, en lui prenant les 2 mains et en la regardant avec tendresse. Je ne vous demande pas de m'accompagner cette fois-ci, mais quand je serai de retour, consentirez-vous à devenir ma femme ? Quand reviendrez-vous ? S'enquit-elle. Elle rougissait et elle riait tout ensemble. Je reviendrai vous chercher dans 2 mois. Dans l'intervalle, tout ce qui nous séparera, c'est la distance. Et papa ? Demanda-t-elle. Il me donne son consentement, si mon affaire de mine réussit. Je n'ai pas de crainte à ce sujet. Si vous avez tout arrangé avec papa, je n'ai plus rien à dire, murmura-t-elle, la joue contre la large poitrine du jeune homme. Dieu soit loué, fit-il d'une voix étranglée. Il se pencha et l'embrassa. Alors, c'est convenu ? Si je m'attarde, je ne pourrai plus m'en aller. Les camarades m'attendent au canyon. Adieu, ma chérie, adieu. Dans 2 mois. Il s'arracha de ses bras, sauta sur son cheval et piqua des 2, sans détourner la tête. Lucie le suivit des yeux jusqu'au moment où il disparut, puis elle quitta la grille pour rentrer chez elle. Elle était la plus heureuse fille de l'Utah. Bonjour et bienvenue dans le, je crois, 2e ou 3e vlog lecture sur Sherlock Holmes. Je ne sais plus le combienième, on verra, c'est pas grave. Ah ben alors, je suis... Eh ben je sais pas du tout où il nous emmène. Parce que, en gros, Holmes, il a a priori appréhendé Jefferson Hope, le cocher, qui est a priori l'homme que va épouser Lucie, qu'on a rencontré dans les 2 derniers chapitres.
Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, le côté conquête de l'Ouest, de colons, je sais pas comment le dire, qui sont échoués dans le désert et qui se font sauver par des Mormons et qui sont intégrés dans la colonie mormone à la condition d'adopter leurs coutumes, leur foi. Et là, clairement, je pense que n'importe qui dans cette situation, genre, vous venez avec nous et vous devenez comme nous, ou alors vous restez crevé de soif et de faim et vous allez vous faire bouffer par les vautours là dans le désert, tout le monde le fait, hein, moi aussi, hein, c'est pas grave, hein, sauvez-moi, prenez-moi, je prendrai, je prendrai un mari, j'aurai 3 autres co-épouses. Bon. C'est pas grave. Le truc qui m'a fait rire sur les Mormons, je sais pas si vous avez vu l'épisode, il y avait un épisode de South Park qui leur était consacré. Et si vous voulez, moi, sur les Mormons, je connais vaguement, en gros, cette communauté. Je sais pas si c'est eux qui vivent sans électricité, qui sont encore en chariot, etc. Il me semble que le film Witness, qui est assez vieux, qui est avec je sais plus qui, se passe dans la communauté mormone, si je ne confonds pas avec les Amish. Mais si vous aimez bien South Park, je vous conseille très fort l'épisode sur les Mormons, c'était à mourir de rire. Ça le tournait en ridicule, mais après, sans me moquer d'eux, c'est très drôle en fait. L'histoire de John Smith, du livre qu'il a lu, qu'il a montré à personne et qui était dans un chapeau, il me semble. C'était vraiment très particulier. Donc c'était vraiment à mourir de rire. Je suis pas une grande fan de South Park parce qu'ils sont quand même pas très subtils non plus au niveau niveau humour. Mais là, ils m'ont vraiment fait marrer. Et je crois que j'avais vérifié justement, j'avais lu un petit peu sur les Mormons. En tout cas, c'est intéressant. Et du coup, je ne comprends rien. Donc a priori, Stan Gerson et Draper sont des Mormons. Et Jefferson Hope est quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui a intégré les Mormons. Mais pourquoi il les a tués? Parce que vu qui c'est, là, on dirait que l'histoire en fait de Lucy, de Ferrier, le jeune Ferrier et de Jefferson Hope, ça remonte à quelques années quand même. C'est là quand Lucy elle a 17 ans concrètement, c'est peut-être nous donner quelques indices sur la suite. Donc sans spoiler, je vous donne juste le titre des 2 prochains chapitres. C'est John Ferrier s'entretient avec le prophète, le chapitre 10, et la fuite, le chapitre 11. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir un truc comme John Ferrier qui va mourir peut-être, ou parce qu'il est quand même âgé, même s'il est robuste, et il me semble bien que c'est quand même une communauté, ils vont pas se buter les uns les autres parce que ça se fait pas, enfin je pense qu'ils sont pas du tout là-dedans, mais un accident est si vite arrivé. Et Lucie, je me demande du coup, l'histoire de Rachel, la vengeance et l'histoire de l'alliance, est-ce que c'est pas une alliance qui appartenait à Lucie? Et je suis pas persuadée qu'il y avait une femme dans l'affaire des meurtres de Draper et de Stan Gerson. Je suis pas sûre. Ce que pense apparemment Holmes, c'est que Jefferson Hope, donc qui est ce Jefferson Hope dont on a entendu parler dans le dernier chapitre, a tué Stan Gerson et Draper. Je suis pas sûre que ce soit les Mormons qui ont l'air anciens, entre guillemets, qui vivaient là. Est-ce que c'est pas des descendants de ces gens-là? Je sais pas du tout où on va là, mais ça, je suis quand même vachement intriguée. Et je les ai trouvés très très beaux quand on quitte un petit peu l'enquête et qu'on raconte en fait l'histoire de John Ferrier et de Lucy et de Jefferson Hope. J'ai trouvé ça magnifique. Les descriptions et tout ça ont quitté un style un peu plus, le style un peu d'enquête détective avec des dialogues, quelques punchlines comme on dirait maintenant, pour quelque chose d'écrire la nature un peu comme
comme un personnage, comme un antagoniste par rapport au John Ferrier et Lucie qui clairement risquait de crever, quoi. Et franchement, je m'y suis vraiment, vraiment plongée. Peut-être plus encore que dans l'enquête. L'enquête, ça me plaît, hein. Franchement, moi j'aime bien. Après, même si je vous dis, je suis une quiche, là, j'arrive pas à faire de lien entre tout. Si vous avez des théories, notez-le. Moi, ça me dérange absolument pas de les lire. Si vous voulez le mettre en commentaire et que ça risque d'être un spoiler, je l'ai jamais fait, mais alors il paraît que en fait vous faites un petit coucou, vous faites plein de fois entrer, vous écrivez en gros spoiler et après vous écrivez votre chose. Et en faisant plein de fois entrer, ça va faire que le commentaire qui va être très long, alors qu'au final, peut-être que vous faites coucou, 15 fois entrée et spoiler, le spoiler va se retrouver, faudra dérouler en fait le commentaire pour pouvoir le lire. Tentez si ça vous dit, si vous voulez jouer le jeu. Mais ouais, là, je sais pas trop où... J'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc, je me demande, est-ce que John Ferrier, par exemple, va pas mourir? Tout bêtement, parce qu'il est peut-être aussi âgé. Il a peut-être il semble solide, mais après, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, etc. Il peut se faire piétiner, enfin ça arrive, un accident est vite arrivé. Je disais pas ça dans le sens un accident est vite arrivé, oh là là, il y a un mormon qui l'a dézingué. Mais plus dans le sens où, oui, les accidents ça arrive, hein, et peut-être que John Ferrier va mourir, et que Lucie, appartenant à la communauté mormone, va être mariée à quelqu'un d'autre. Et peut-être que du coup Jefferson Hope, en revenant 2 mois plus tard, va découvrir que John Ferrier, il est mort, et Lucie, elle est mariée. Et je suis pas sûre en fait que, même si elle semble quelqu'un de solide, qui est-ce qu'elle a la possibilité si c'est cette histoire-là, est-ce que Lucie aurait la possibilité de refuser? Est-ce qu'on l'écouterait? Et est-ce qu'elle aurait la possibilité sinon de s'en aller de cet endroit, de Salt Lake City ou de l'endroit où elle vit? Je sais plus si c'est chez les Mormons ou les Amish. Il me semble que c'est à la fois chez les hommes et les femmes, peut-être plus avec les femmes. Quand les femmes arrivent en fait à l'âge adulte, elles ont la possibilité, mais je crois que les hommes aussi, de s'en aller de la communauté pour vivre entre guillemets comme tout le monde hors de la communauté pendant un certain temps. Et elles peuvent y revenir. Donc je parle de femmes parce que là j'en avais entendu parler par rapport à des femmes. Et comme si c'était en fait écoute, pour choisir en fait de vivre comme nous, essaye de vivre comme les autres, comme ceux qui ne vivent pas comme nous. Si ça te plaît pas, tu pourras revenir et tu auras fait le choix de vivre comme nous, même si c'est la communauté dans laquelle tu es né. C'est particulier, hein, mais je trouvais ça vachement intéressant. J'avais dû voir un reportage là-dessus, ou alors peut-être un truc aussi sur une mormone qui était partie dans la grande ville et qui était pas habillée en mormone, etc., quoi, qui vivait à l'américaine, entre guillemets. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant. Je sais plus si c'était les Mormons ou les Amish, je vérifierai et je vous le noterai. Et c'était intéressant. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous conseille très fort la mini-série Unorthodox. C'est pas du tout la même communauté, mais il y a une mini-série peut-être en 3 épisodes de Unorthodox sur Netflix sur une jeune femme juive qui appartient à une communauté juive traditionnaliste avec les hommes qui ont les papillotes et la kippa. Bon, je dis papillote, je ne sais pas comment ça se dit, hein, donc excusez-moi si c'est pas le bon terme, je dis pas du tout pour vexer quelqu'un. Et en fait, cette femme-là, elle subit un mariage arrangé. Enfin, elle le subit dans la mesure où elle est d'accord, hein, enfin, elle fait comme on lui dit, mais au bout d'un moment, ça va pas du tout avec son mari et elle se barre. Elle rejoint sa mère qui vit en Allemagne, sauf que la petite nana, elle a jamais quitté son petit quartier où tout le monde vit pareil.
et où il y a quand même le poids de la religion sur tout le monde, où en fait ils sont constamment à se prendre le chou sur est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et donc elle va en Allemagne, elle dort dehors parce qu'elle n'a pas une thune, il y a juste quelqu'un qui lui donnait des cours de piano, qui lui a filé un petit peu d'argent pour lui payer son billet d'avion, mais elle galère comme une malade à arriver à Berlin. Et c'est une très très belle série. Et je vous conseille très fort de lire le livre parce que c'est différent. Dans le livre, elle part avec son fils, elle a un petit garçon. Et elle part clairement quitter cette communauté-là, c'est ne plus avoir personne autour. Terrifiant. Donc je trouve que c'est vachement intéressant sur la manière dont, dans une communauté X ou Y, y a ceux qui ne rentrent pas dans les cases et comment ils font pour ne pas rentrer dans ces cases-là et pour vivre autrement en dehors de leur communauté. Je ne fais pas du tout une critique de la communauté X ou Y, absolument pas. Parce que je pense que si ça existe, c'est comme ça, point barre. On n'a pas à juger les communautés qui existent et qui sont différentes des nôtres. On n'est pas meilleur, on ne vit pas dans une communauté qui est meilleure que les autres. Je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité et on vit tous différemment. Et voilà. Bref, je ne sais pas du tout où nous mène Sir Arthur Conan Doyle. J'ai hâte de découvrir la suite, mais je vais attendre. Là, je suis plus à le faire au fur et à mesure qu'à bourriner pour mettre plein de vidéos. Enfin, ça dépend. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits... si vous avez des petites théories, si vous avez déjà lu le livre, etc. Mais je suis assez intéressée. Et bon, on a quand même un Sherlock Holmes qui est pas super à l'aise dans les relations partenariales avec la police. Hein. Miaou, Gabi est avec sa souris. Je vais jouer avec elle. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Ça dépend quand vous me regardez. À tout bientôt et rêvez tout grand de la Sierra Nevada. Au revoir.